Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans une précédente vidéo, j'avais dit ça. Quand vous avez mal, apprenez à caractériser votre douleur. La douleur, c'est un signal et la première, c'est que ça va vous permettre de sortir du statut de victime de la douleur. De plus, psychologie, surtout quand on a des douleurs chroniques qui reviennent souvent et qu'on comprend pas d'où ça vient. Si vous commencez à faire l'effort d'essayer de comprendre à quoi ça ressemble et d'où ça vient, vous allez être de plus en plus capable de comprendre qu'est-ce qui cause votre douleur et comment vous pouvez la soulager. Alors que si vous plaindre. Et je pense que ça a parlé à beaucoup de monde, donc toujours dans cette idée de vous aider à sortir du statut de victime de la douleur et à comprendre d'où viennent vos douleurs et par quoi elles sont causées, aujourd'hui, je vais vous apprendre à diagnostiquer une douleur, exactement comme le ferait un médecin. À quoi ça va vous servir? De 1, ça va vous permettre de comprendre ce que fait le médecin quand vous allez le voir et de comprendre un petit peu tout le processus diagnostique quand vous avez un problème de santé. De 2, ça va vous permettre d'aborder tous vos problèmes de santé de manière un petit peu plus sereine. Ça va aussi vous permettre d'éviter des scénarios complètement débiles. Par exemple, moi, en tant qu'ostéopathe, je fais des domiciles. Et donc, une fois, j'arrive à un domicile et il y a un monsieur qui m'ouvre la porte et qui me dit « Bah voilà, ma femme, elle est tombée dans les escaliers tout à l'heure, elle a senti ses cervicales craquer et depuis, elle n'arrive plus à bouger. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Donc moi j'étais là, bah oui, je peux faire quelque chose, ouais. Je peux appeler le SAMU. Ça fait combien de temps qu'elle est comme ça? Bon, ça doit faire à peu près 5 heures. Oui. Allô, le SAMU? Donc du coup, je me permets de le préciser pour ceux qui n'ont pas complètement la lumière à tous les étages. Si vous voyez quelqu'un qui ne bouge plus après un traumatisme, qui perd connaissance, qui saigne après une blessure ou qui a des difficultés respiratoires, il faut appeler les urgences. Et dans urgence, il y a urgence. donc ça veut dire pas dans 10 minutes, pas dans 1 heure, pas dans 4 heures, ça veut dire tu sécurises la victime, tu prends ton téléphone, tu fais le 15, t'appelles, tu dis clairement et calmement ton nom, ton prénom et l'adresse de l'endroit où tu te trouves ou comment trouver l'endroit où tu te trouves et ensuite tu expliques aussi clairement que possible la situation. J'en profite aussi pour préciser à ceux qui ont un petit peu trop de lumière à tous les étages que apprendre à diagnostiquer des maladies, ça demande plusieurs années d'apprentissage théorique, au moins 5 ans d'apprentissage théorique, au moins 3 ans de mise en pratique, d'exercice pratique, et donc c'est pas en regardant une vidéo de 1 heure que vous allez devenir médecin, même si j'espère que vous en saurez quand même beaucoup plus qu'avant de regarder la vidéo. Et d'ailleurs, pour les professionnels de santé qui me regardent, j'espère que vous comprendrez que c'est normal que je fasse des raccourcis ou qu'il y ait des imprécisions sur certaines choses, je peux pas rentrer dans tous les détails, donc libre à vous d'apporter vos propres précisions et vos propres corrections dans les commentaires, en restant courtois, bien évidemment. Bon allez, c'est fini avec toutes les précisions chiantes, rentrons dans le vif du sujet. Alors, le médecin, il est là, il est médecin, il y a un patient qui arrive qui lui dit « J'ai mal docteur ». Comment il fait pour comprendre ce qui se passe? Comment il fait pour poser son diagnostic parmi les milliers de maladies différentes qui existent? Ça se passe en 3 étapes. La première étape, c'est l'interrogatoire. La deuxième étape, c'est L'examen clinique. Et la troisième étape, c'est L'examen complémentaire. Alors, première étape, l'interrogatoire, c'est tout simplement le fait de poser des questions au patient. Le patient arrive, il nous décrit son problème et on va lui poser toute une série de questions pour essayer de préciser un petit peu et de comprendre un peu d'où ça peut venir. Dans 80% des cas, l'interrogatoire suffit à poser un diagnostic. C'est pour ça que très souvent, votre médecin ne vous déshabille pas, ne vous ausculte pas. Pourquoi? Parce que dans 80% des cas, juste avec ce que vous lui racontez, il sait déjà ce que vous avez. Quand l'interrogatoire ne suffit pas, on rajoute derrière ce qu'on appelle des examens cliniques. L'examen clinique, ça va être tous les tests qu'on va faire en cabinet directement sur le patient. En médecine, quand on rajoute clinique après quelque chose, ça veut dire que ça se passe directement dans le cabinet du médecin ou dans le cabinet du praticien. C'est pas pareil qu'une prise de sang par exemple, où on va prendre ton sang, l'envoyer à un laboratoire et puis analyser les résultats. Donc, l'examen clinique, ça peut consister en toute une série de tests, ça peut être de l'auscultation, ça peut être des tests articulaires, ça peut être des tests neurologiques, etc., etc. L'examen clinique, il permet de poser le diagnostic dans environ 11% des cas quand l'interrogatoire n'a pas suffi. Donc quand tu fais interrogatoire plus examen clinique, généralement, tu as 9 chances sur 10 de comprendre ce que le patient a. Le problème, c'est que tous ces tests cliniques, généralement, ils sont assez imprécis et ils donnent des résultats assez aléatoires. Donc, généralement, les médecins sautent cette étape et ils préfèrent directement demander des examens complémentaires. Les examens complémentaires, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va être radio, scanner, IRM, donc tout ce qui va être imagerie, les prises de sang, etc., etc.
Donc voilà comment ça se passe généralement. Vous arrivez chez le médecin, il vous pose des questions. Si besoin, il va vous ausculter, vous regarder, faire des tests, mais s'il estime que les tests qu'il peut faire dans son cabinet sont pas suffisamment précis ou pas suffisamment intéressants pour poser un diagnostic, il va directement vous envoyer faire des examens complémentaires, radio, analyse, etc., etc. Toutes les informations que le médecin va récolter avec l'interrogatoire et les tests, il va les comparer à ce qu'on appelle des tableaux cliniques, c'est-à-dire des ensembles de symptômes qui correspondent à différentes maladies. Les médecins et les professionnels de santé connaissent par cœur des centaines de tableaux cliniques qu'ils vont comparer avec ce que vous avez pour voir qu'est-ce qui ressemble le plus à ce que vous avez. Et c'est comme ça qu'on arrive à poser un diagnostic. Par exemple, si tu as de la toux, de la fatigue, de la fièvre, des douleurs musculaires, ça, c'est le tableau clinique de la grippe. Et donc, si tu présentes tous ces symptômes-là, c'est très probablement que tu as la grippe. Problème, c'est que ça correspond aussi un petit peu aux symptômes du Covid-19 par exemple, pour rester dans l'actualité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test de Covid-19 pour écarter le Covid-19. Si t'es négatif au test, c'est que t'as pas le Covid et donc c'est probablement que t'as la grippe. Si t'es positif au test, c'est que t'as le Covid. Et donc c'est que c'était pas la grippe. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Dans cette vidéo, moi je vais vous détailler l'interrogatoire, donc toutes les questions que le médecin va poser. Par contre, on va pas parler de l'examen clinique et des tests parce que pour réussir à faire un examen clinique, il faut des connaissances en anatomie, en biomécanique, en physiopathologie et j'en passe. Donc pour une vidéo de 20 minutes, ça risque d'être un petit peu court. Et pour ce qui est de l'examen complémentaire, j'ai pas vraiment de scanner à ma disposition ici, donc voilà. Mais comme je vous ai dit, déjà avec l'interrogatoire, dans 80% des cas, ça suffit à comprendre ce qui se passe. Alors c'est parti pour la phase interrogatoire du diagnostic. Pour que ce soit fait proprement et pour ne pas se mélanger les pinceaux quand on pose des questions aux patients et pour éviter que ça parte dans tous les sens, on fait l'interrogatoire dans un ordre précis. Donc on va poser toute une série de questions aux patients dans un ordre précis. Ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. La deuxième étape, c'est les signes généraux. La troisième étape, c'est les antécédents médicaux par exemple. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle le questionnaire systémique. Alors je vais vous détailler un petit peu tout ça. L'anamnèse, la première partie de l'interrogatoire, c'est toute une série de questions qu'on pose systématiquement aux patients. Anamnèse, ça veut dire ne rien oublier. Le préfixe ana, ça veut dire ne rien, mnèse, c'est la mémoire, donc anamnèse, ça veut dire ne rien oublier. Voilà, pour dire que parmi toutes ces questions-là, il faut pas en oublier une seule. Deuxième partie, les signes généraux, ça va être des questions posées sur l'état de santé général du patient, pour savoir si son état de santé est en train de se dégrader ou pas, ce qui donne des informations importantes sur le type de maladie qu'il peut avoir. Troisième chose, les antécédents, ça permet un petit peu de cerner le profil du patient, de savoir si dans sa famille, par exemple, il y a eu des antécédents de maladie qu'il faut prendre en compte pour le diagnostic ici. Et pour finir, le questionnaire systémique, c'est un questionnaire dans lequel on va poser des questions aux patients en visant certains systèmes du corps humain pour évaluer un petit peu s'ils fonctionnent bien en fonction de ce que le patient nous a déjà raconté plus tôt. On y viendra en temps voulu. Ah, et pardon, j'ai oublié. En premier, on demande aussi l'état civil. Les deux informations importantes dans l'état civil, c'est 1, l'âge du patient, et 2, le sexe du patient. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Donc, on commence par le commencement. Déjà, l'âge. On prend en compte l'âge du patient parce qu'il y a certaines maladies qui peuvent se déclencher à différents âges. Par exemple, une petite fille de 9 ans qui vient avec des vomissements et des nausées, elle a peut-être tout simplement attrapé la gastro. Une femme de 20 ans qui vient avec des vomissements et des nausées, peut-être qu'elle est enceinte. Donc l'âge, très important. Autre exemple, si t'as mal au genou et que tu as 20 ans, c'est très peu probable que ce soit de l'arthrose. C'est possible, mais c'est peu probable. Alors que si t'as mal au genou et que t'as 60-70 ans, l'arthrose du genou, ça va être un des premiers diagnostics qu'on va chercher à confirmer ou à écarter. Deuxième chose, le sexe. Alors là, pour que ce soit clair, je vous parle de sexe physiologique. Donc, est-ce que vous êtes physiologiquement un homme ou est-ce que vous êtes physiologiquement une femme? Parce que les hommes et les femmes n'ont pas partout les mêmes organes et ils n'ont pas non plus les mêmes hormones, donc il y a certaines maladies qui ne touchent que les hommes et d'autres maladies qui ne touchent que les femmes.
et parfois ces maladies ont des symptômes similaires. Il y a aussi certaines maladies qui touchent plus les hommes que les femmes, et inversement, et il y a aussi certaines maladies qui sont plus graves chez les hommes que chez les femmes, ou inversement. Par exemple, la cystite chez une femme, c'est quelque chose d'assez bénin et d'assez fréquent. Par contre, une cystite chez un homme, c'est quelque chose de grave, et c'est une urgence, il faut aller à l'hôpital rapidement. Pourquoi? Parce que si tu as des bactéries qui sont remontées jusque dans ta vessie, ça veut dire que très probablement, elles sont aussi en train d'attaquer ta prostate. Et la prostate, c'est un petit peu important. Disons que s'il y a des bactéries qui détruisent ta prostate, tu risques d'avoir des petits problèmes avec ton zizi. Ta vie va être beaucoup moins gaie d'un seul coup. Donc voilà, une cystite chez une femme, le médecin, il va prescrire quelques antibiotiques et on n'en parle plus. Une cystite chez un homme, c'est hospitalisation en urgence. Une fois qu'on a l'âge du patient, on démarre l'anamnèse. Et toutes les questions que je vais lister ensuite, c'est des questions que vous devez vous poser quand vous détectez chez vous un problème de santé. Ça va vous permettre de poser les choses clairement et de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Première chose, où est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez des symptômes qui s'expriment? Il faut être précis. Par exemple, si vous avez des douleurs dans la poitrine, c'est pas la même chose si vous avez mal ici que si vous avez mal là. Pourquoi? Parce que là, c'est le sommet du poumon, et ici, c'est le cœur. Du coup, on s'oriente déjà sur des causes différentes pour cette douleur. La deuxième chose qu'on va chercher à savoir, c'est depuis quand est-ce que les symptômes durent? Est-ce que ça dure depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années? Bref, on va chercher à savoir si la douleur est récente ou ancienne pour pouvoir s'orienter sur différents diagnostics. D'ailleurs, petite précision là-dessus, un petit peu de vocabulaire, des symptômes qui durent depuis moins d'une semaine, on appelle ça des symptômes aigus. Par exemple, une douleur que vous avez depuis 2 jours, c'est une douleur aiguë. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une douleur aiguë, c'est un type de douleur, c'est le genre de douleur que tu ressens un peu comme si on te plantait une aiguille ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Une douleur aiguë, ça indique une temporalité. Donc une douleur aiguë, c'est une douleur qui dure depuis moins d'une semaine. Si les symptômes durent entre 1 semaine et 3 mois, on parle de douleur subaiguë. Et si les symptômes durent depuis plus de 3 mois, on parle de douleur chronique. Savoir depuis quand dure la douleur, ça permet tout simplement de s'orienter vers des diagnostics de maladies chroniques ou de maladies plus urgentes à traiter. Troisième question, comment est-ce que les symptômes sont apparus? Est-ce qu'il y a des facteurs déclencheurs? Par exemple, si tu viens voir le médecin parce que tu as mal au dos, bah c'est pas la même chose si tes douleurs elles sont apparues comme ça, petit à petit, sans qu'on sache vraiment pourquoi, et si tu t'es fait mal en soulevant quelque chose de lourd ou si quelqu'un t'a sauté dessus et t'a fait mal au dos. Dans le premier cas, il n'y a pas d'événement traumatique, donc on va plutôt s'orienter sur des maladies qui ont un processus évolutif, qui évolue progressivement dans le temps, alors que dans le deuxième cas, il y a un événement traumatique, donc il y a peut-être eu de la casse tout simplement au niveau du dos, il y a peut-être eu une vertèbre fracturée ou un disque abîmé, etc., etc. Ou alors c'est peut-être tout simplement des contractures musculaires qui surviennent après le choc. Donc déjà, rien qu'avec ces 3 questions-là, où est-ce que tu as mal précisément, depuis quand et comment est-ce que ça arrive, on peut déjà comprendre beaucoup de choses. Ensuite, ce qu'on va demander, c'est l'intensité de la douleur et aussi comment l'intensité évolue dans le temps. Donc pareil, selon que les symptômes sont forts ou pas, on va s'orienter sur différentes causes. Pour évaluer l'intensité de la douleur, on demande au patient de noter sa douleur sur une échelle qui va de 0 à 10. 0 étant une absence totale de douleur et 10 étant la pire douleur que le patient puisse imaginer. Ensuite, toujours sur la douleur, on arrive à ce qu'on appelle le type de douleur. Donc là, on va essayer de caractériser la douleur. C'est important, quand vous avez une douleur, d'essayer de comprendre quel type de douleur ça peut être. Par exemple, est-ce que c'est une douleur plutôt musculaire, une douleur plutôt osseuse, une douleur plutôt à l'intérieur, dans les organes, etc., etc. Ça aussi, ça va donner beaucoup d'indications, notamment ça va permettre de s'orienter pour savoir si la cause des symptômes est plutôt mécanique, donc un problème articulaire, musculaire, etc., squelettique, ou est-ce que c'est une cause plutôt inflammatoire, ou alors est-ce que c'est une cause plutôt neurologique, nerveuse, causée par les nerfs. Donc typiquement, ce qu'on va demander au patient, c'est est-ce qu'il a des douleurs plutôt qui ressemblent à des contractures, à des tiraillements, à des déchirures, à des blocages articulaires? Dans ces cas-là, on va plutôt s'orienter vers des douleurs qui sont musculo-squelettiques, tendinite, dysfonction articulaire, contracture musculaire, etc., etc. Si le patient, ce qu'il ressent, ça va plutôt être des douleurs de type brûlure, fourmillement, décharge électrique, à ce moment-là, on va plutôt être sur des douleurs neurologiques, donc des douleurs causées par un nerf, que ce soit un problème au niveau du cerveau ou de la moelle épinière, ou un problème sur le trajet d'un nerf, un nerf compressé par exemple.
Et par contre, quand c'est des douleurs à type de brûlure ou des douleurs qui chauffent, ça va généralement être plutôt des douleurs inflammatoires, même si c'est pas toujours évident à distinguer des douleurs neurologiques. Parfois les deux se chevauchent, mais bref. Quand ce sont les organes qui sont douloureux, cela donne généralement des douleurs assez profondes qui peuvent être difficiles à localiser et qui donnent des sensations à type de tension, de torsion, de crampes, de brûlures, d'aiguilles qu'on enfonce dans le corps ou de compression. Et ce sont des douleurs qui sont généralement ressenties à l'intérieur du corps, pas sur la surface. Et puis il y a aussi les douleurs tumorales, c'est-à-dire les douleurs qui sont causées par une tumeur, qui donnent généralement des douleurs de type transfixiante, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'on te donne un coup de couteau, que tu es transpercé, ou alors des douleurs de type compression, ou bien des douleurs de type pesanteur, c'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir une masse à l'intérieur du corps qui vient peser à l'intérieur de ton corps. Donc selon les sensations que vous avez, vous pouvez déjà essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et où est-ce que ça se passe. Question suivante, on va demander s'il y a des irradiations dans la douleur. Donc est-ce que la douleur est localisée sur un point précis, ou bien est-ce qu'elle part sur d'autres zones? Par exemple, une douleur qui part du bas du dos et qui descend dans l'arrière de la cuisse jusqu'en dessous du genou, si ça te donne des sensations de décharge électrique, d'engourdissement, de fourmillement, ça va être plutôt une douleur de type neurologique. Donc là, c'est ce qu'on appelle une sciatalgie, une sciatique. À l'inverse, si ça te donne plutôt des sensations de tension, de tiraillement, de contracture, généralement, c'est plutôt tout simplement une contracture dans les ischio-jambiers et les muscles du dos. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes causes, ni sur le même traitement. Voilà un peu à quoi ça sert de différencier les types de douleurs. Autre exemple d'irradiation, par exemple, une douleur au niveau de la poitrine qui irradie dans la mâchoire à gauche et dans le bras gauche, ça c'est un signe d'infarctus du myocarde. C'est le signe que vous êtes peut-être à risque de faire un arrêt cardiaque. Et donc ça, par exemple, c'est le genre de symptômes qu'on va surveiller pour un patient qui a des douleurs à la poitrine. Un patient qui vient avec des douleurs à la poitrine, on va forcément lui demander si la douleur, elle part au niveau de la mâchoire ou du bras. Question suivante, on va demander le rythme auquel les symptômes apparaissent. Est-ce que les symptômes, ils sont constants au cours de la journée? Est-ce qu'ils sont présents plutôt le matin, plutôt le soir? Est-ce qu'ils réveillent la nuit? Est-ce qu'ils surviennent plutôt par crise? Et si oui, combien de temps durent les crises? Et qu'est-ce qui déclenche les crises? Qu'est-ce qui arrête les crises? Etc., etc. Ça aussi, ça va donner tout un tas d'indications qu'on va pouvoir interpréter. Par exemple, ça permet de faire la distinction entre des douleurs mécaniques et des douleurs inflammatoires. Les douleurs mécaniques, c'est les douleurs que tu ressens quand tu fais fonctionner la mécanique de ton corps, donc les muscles, le squelette, les articulations, etc. Donc c'est des douleurs qui vont survenir plus fréquemment quand tu fais fonctionner la mécanique du corps. Par exemple, si tu as un problème de tendinite au niveau du biceps, eh ben tu auras forcément plus mal quand tu feras fonctionner ton biceps. Donc, les douleurs mécaniques, elles surviennent plus souvent le soir, après une journée de travail par exemple. Parce que t'as passé ta journée à faire fonctionner ton corps, t'as porté des trucs, t'as fait des mouvements répétitifs, t'as passé toute la journée devant un ordinateur, peu importe, tu as sollicité ton système mécanique, et donc si le système mécanique a un problème, c'est là que ça va commencer à se ressentir. À l'inverse, les douleurs inflammatoires, en tout cas les douleurs inflammatoires qui touchent les articulations, généralement, elles sont soulagées par le fait de mobiliser ces articulations. Donc les douleurs inflammatoires articulaires, c'est souvent des douleurs qui vont survenir plutôt après des longues périodes de repos, comme par exemple le matin au réveil. Donc si le matin tu as besoin de chauffer la zone douloureuse, de faire des mouvements pour dérouiller un petit peu, c'est ce qu'on appelle un dérouillage matinal d'ailleurs, et que la douleur ne disparaît pas tout de suite, qu'elle met plusieurs heures à disparaître, c'est probablement que le problème est inflammatoire, et donc on va plutôt s'orienter vers des maladies inflammatoires qui peuvent causer ça. Donc voilà, si la douleur est présente le matin et qu'elle se calme et que tu as besoin de dérouiller et que ça dure plus d'1 heure, c'est ce qu'on appelle un dérouillage matinal long, et c'est un signe de maladie inflammatoire des articulations. Autre exemple, les douleurs mécaniques peuvent parfois réveiller les gens la nuit, par exemple, tu te retournes, tu fais bouger une articulation qui est douloureuse, la douleur te réveille. Les maladies inflammatoires peuvent aussi réveiller les gens la nuit, mais là, on va être sur des réveils qui sont généralement vers 2-3 heures du matin régulièrement. Pourquoi? Parce que dans ton corps, tu as des hormones qui sont sécrétées plus ou moins en fonction de la période de la journée.
Et tu as une hormone anti-inflammatoire qui s'appelle le cortisol, et donc quand tu la sécrètes, ça calme les douleurs inflammatoires. Le problème, c'est que le cortisol, il est à son pic le plus bas vers 3 ou 4 heures du matin, donc c'est là que tu en sécrètes le moins, donc c'est là que les douleurs inflammatoires se réveillent. Donc si généralement tu es réveillé la nuit par tes douleurs vers 3 à 4 heures du matin, c'est qu'elles ont peut-être un fond inflammatoire. En cas de douleurs mécaniques, ce sont généralement les kinésithérapeutes et les ostéopathes qui résolvent le problème, mais si votre douleur ressemble à une douleur inflammatoire, à ce moment-là, il faut aller consulter votre médecin en premier. Autre exemple sur le rythme, si tu fais des crises d'épilepsie, selon combien de temps elles durent et selon l'intensité, on va pouvoir s'orienter vers différentes causes pour cette épilepsie et différents traitements. Ensuite, on va chercher les facteurs aggravants de la douleur. Qu'est-ce qui aggrave la douleur ou qu'est-ce qui déclenche la douleur. Et dans la foulée, on va aussi poser des questions sur les facteurs calmants, c'est-à-dire les choses qui vont calmer ou stopper les douleurs, et sur les facteurs neutres, c'est-à-dire les choses qui, quand tu le fais, ça déclenche pas la douleur, mais ça la supprime pas non plus, enfin bref, les choses qui ne changent rien à la douleur. Donc généralement, on va demander est-ce qu'il y a des mouvements, des positions, des activités, des facteurs environnementaux qui calment ou qui aggravent les douleurs. Par exemple, si tu as mal à l'épaule et que la douleur se déclenche quand tu fais ce mouvement-là, c'est pas la même chose que si elle se déclenche quand tu fais ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que les muscles qui sont mis en action sont pas les mêmes, et donc ça permet de déterminer est-ce qu'il y a un muscle qui est douloureux en particulier, par exemple. Autre exemple, si tu as des douleurs à la poitrine qui surviennent quand tu fais des efforts physiques, par exemple si tu montes les escaliers et que tu commences à avoir mal à la poitrine, et puis que ça se calme quand tu te reposes, ça va être un symptôme d'infarctus aussi. Ça veut dire que quand tu fais des efforts qui demandent à ton cœur de fonctionner un petit peu rapidement, il n'arrive pas à suivre et ça devient douloureux. Autre facteur aggravant, facteur calmant qui sont intéressants, c'est le chaud et le froid. Est-ce que si tu mets du chaud sur la zone douloureuse, ça calme ou pas? Est-ce que si tu mets du froid sur la zone douloureuse, ça calme ou pas? Généralement, les douleurs de type musculaire, elles sont soulagées par l'application de chaud sur la zone. Tu chauffes les muscles, ça les détend et forcément ils sont moins douloureux. À l'inverse, souvent, les douleurs inflammatoires, elles sont soulagées par l'application de froid sur la zone, parce que déjà l'inflammation, ça crée de la chaleur, ça chauffe au niveau du corps, et puis ensuite, le froid a une fonction un petit peu anesthésiante, donc ça calme la douleur. Donc voilà, comprendre qu'est-ce qui aggrave et qu'est-ce qui calme la douleur, ça va permettre de s'orienter plus facilement vers des zones bien précises, des systèmes du corps bien précis, des muscles, des articulations bien précises. Ensuite, on va te demander est-ce que tu as pris un traitement et quels effets il a eu sur tes symptômes. Est-ce qu'il y a déjà des traitements qui ont été essayés? Est-ce qu'ils ont marché ou pas? Parfois, quand on comprend pas l'origine d'une douleur ou de certains symptômes, on peut donner un traitement au patient pour voir ce que ça fait, voir si ça fonctionne ou pas. C'est ce qu'on appelle un traitement probabiliste, donc on va donner un traitement qui a des probabilités de fonctionner, et puis si le traitement ne fonctionne pas, c'est que la cause est différente de ce qu'on imaginait au départ. Par exemple, si tu as des douleurs de type inflammatoire, si on suspecte que tu as une maladie inflammatoire dégénérative par exemple, on peut te donner un traitement anti-inflammatoire pour voir si ça fonctionne ou pas. Si le traitement anti-inflammatoire fonctionne et stoppe les douleurs, c'est que la douleur est inflammatoire. Et si au contraire ça ne fonctionne pas, c'est que la douleur est probablement pas causée par de l'inflammation. Et donc on va pouvoir s'orienter vers d'autres diagnostics. Ça peut être aussi le cas par exemple si tu as une angine bactérienne. Selon la bactérie qui t'infecte, le traitement va être différent. On va pas pouvoir donner les mêmes médicaments. Le problème c'est que il faut faire des tests pour déterminer quelle est la bactérie qui t'infecte, et le temps qu'on fasse les tests, etc., toi, t'es pas soigné. Donc qu'est-ce qu'on fait? On donne un traitement avec des antibiotiques qui correspondent aux bactéries qu'on retrouve les plus fréquemment. On te donne ce traitement qui va soigner 80% des angines bactériennes, et puis si ça fonctionne pas, à ce moment-là, on va faire des tests pour essayer de trouver quelle est la souche qui t'a infecté, et pour traiter cette souche-là spécifiquement. Ensuite, on va te demander est-ce qu'il y a déjà eu des épisodes précédents, ou est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive? Par exemple, une femme de 40 ans qui est migraineuse depuis qu'elle a 16 ans, et qui vient pour une migraine, on sait plus ou moins ce qu'elle a. Alors qu'une femme de 40 ans qui vient pour une migraine, alors qu'elle a jamais eu une migraine avant, là, on va se poser d'autres questions. Et même chose, on va aussi demander comment est-ce que les épisodes précédents étaient disparus, comment est-ce qu'on avait fait pour les calmer, parce qu'il y a de fortes chances qu'en répétant la même opération, on finisse par obtenir le même résultat, et par calmer aussi tes douleurs.
Mais le fait que certains symptômes soient calmés régulièrement par certains traitements mais qui reviennent, ça peut aussi donner des pistes diagnostiques. Et pour finir, dernière question de l'anamnèse, est-ce que tu as déjà fait des examens complémentaires? Donc si tu as fait des radiologies, des prises de sang, etc., on va te les demander pour pouvoir voir un petit peu les résultats que ça a donné, tout simplement. Et boum, c'est la fin de l'anamnèse. C'était long, oui c'est long l'anamnèse. Et donc, le fait de maîtriser l'anamnèse, de maîtriser toutes les questions que je viens de vous lister, déjà, ça va vous permettre de beaucoup mieux comprendre vos symptômes et de pas vous sentir comme un con devant le médecin quand il va vous poser des questions et que vous savez pas y répondre parce que vous n'avez pas pensé à vous poser la question vous-même. Alors, comment on fait pour maîtriser l'anamnèse? Parce que le médecin, quand il est face au patient, il faut qu'il passe en revue toutes ces questions-là dans l'ordre et en faisant attention à ce que dit le patient, en notant ce qu'il lui raconte sur son ordinateur ou sur son dossier, et en pensant à la question suivante, et en même temps en pensant aux orientations diagnostiques, à quoi est-ce que ça ressemble, quelles questions je dois poser ensuite, etc., etc. Donc pour pas s'embrouiller, on utilise des moyens mnémotechniques. Alors ces moyens mnémotechniques, vous pouvez les trouver sur internet. Je les connais pas tous parce que moi j'en utilise qu'un seul, c'est une abréviation. Quand je fais mon anamnèse, je pense à OQC ITI DRACOT. Ça ne veut rien dire, mais ça met les questions dans l'ordre. OQC ITI DRACOT, où, quand, comment, intensité, type, irradiation, rythme, facteur aggravant, facteur calmant, facteur neutre, le neutre c'est un O barré, traitement, épisode précédent, examen complémentaire. Et donc, je le connais par cœur comme je connaîtrais mon alphabet en fait. Et donc quand le patient me parle et que je commence à me perdre dans l'interrogatoire, je retrouve très vite où est-ce que j'en étais et ce que je dois lui demander ensuite. Et je suis sûr, comme ça, de ne rien oublier. Anamnèse. Ensuite, on passe à une partie très courte, mais très importante, c'est les signes généraux. En gros, les signes qui vont témoigner de ton état de santé. Donc ces questions-là aussi, c'est des questions qu'on pose systématiquement aux patients pour essayer d'avoir une idée globale de l'évolution de son état de santé. La première, ça va être, depuis que les symptômes se sont déclenchés, est-ce qu'il y a eu l'apparition de fièvre ou pas ? Alors c'est rigolo parce qu'à chaque fois, les gens, au fur et à mesure que tu leur poses des questions, ils essayent de suivre et ils pensent qu'ils devinent ce que tu leur demandes, que tu devines pourquoi est-ce que tu poses telle ou telle question. Et en ce moment, avec le coronavirus, quand je demande aux patients est-ce qu'ils ont de la fièvre ou pas, souvent ils sont limite offusqués que je leur pose cette question en mode « Quoi, moi ? De la fièvre ? Mais non, jamais, je ne sais même pas ce que c'est que la fièvre. J'ai quand même pas, et j'ai pas le Covid, hein, attention, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai pas le Covid. Et moi dans ma tête, à chaque fois je suis là, bah oui, mais je suis pas en train d'essayer de savoir si t'as le Covid, je suis en train d'essayer de savoir si t'as pas une putain de méningite. Donc bref, la fièvre, il y a plein de distinctions qu'on peut faire avec la fièvre, en fonction de est-ce qu'elle arrive plutôt le matin, en fonction de comment elle se déclenche, à quel moment de la journée elle se déclenche, combien de temps elle dure, etc., etc. La plus importante, c'est la distinction entre fièvre et fébricule. La température moyenne du corps humain, normalement, c'est 37,5 degrés. Une fièvre qui est inférieure à 38 degrés, on appelle ça une fébricule. Une petite fièvre, quoi. Généralement, c'est causé par des infections de type viral. À l'inverse, une fièvre qui est au-dessus de 38 degrés, on appelle ça une fièvre tout simplement, et généralement c'est causé par des infections de type bactérienne. Donc ça permet par exemple de s'orienter un petit peu entre virus ou bactéries. Alors attention, j'ai dit généralement, c'est très général. Ça donne une petite idée de ce qu'on peut avoir, mais c'est pas une règle absolue. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus sur la fièvre parce que je ne suis pas médecin, je suis ostéopathe, et donc moi, quand un patient a de la fièvre, c'est simple, c'est pas mon rôle de le traiter, donc je le renvoie vers son médecin. Donc j'ai pas besoin d'en connaître 50 pages sur la fièvre, voilà. Il a pas de fièvre, c'est bien, je peux peut-être faire quelque chose pour lui. Il a de la fièvre, c'est pas mon boulot. Donc si vous avez des symptômes et qu'en plus vous avez de la fièvre, c'est médecin direct, même pas chercher à comprendre. Deuxième signe général qu'on va poser, c'est les signes d'altération de l'état général. En gros, l'état général, c'est ton état de santé, et on va chercher à savoir si depuis que tu as déclenché des symptômes, ton état de santé se dégrade, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose et rapidement. Et ça veut dire qu'on est sur un problème important. Donc, l'altération de l'état général, elle se traduit par un ensemble de 3 grands symptômes. Perte de poids inexpliquée, et souvent assez importante. Fatigue inexpliquée, et souvent assez importante, et perte d'appétit inexpliquée. Donc, si tu commences à avoir des symptômes de quelque chose, et que t'as pas vraiment envie de manger, que tu commences à perdre du poids et que t'es fatigué, boum, médecin. C'est ce qu'on appelle une altération de l'état général, et il faut aller le traiter rapidement. Alors attention, ça veut pas dire que t'es en danger de mort ou quoi que ce soit. Si t'as chopé la grippe, typiquement, c'est des symptômes que tu peux avoir.
Mais des fois, c'est pas la grippe. Et donc, s'il y a les trois, bah, c'est important, il faut pas traîner, mais quand il y en a un ou deux, bah, pareil, c'est des symptômes qu'il faut prendre en compte et auxquels il faut faire attention. Si d'un seul coup, tu te mets à perdre du poids et que tu t'es pas mis à faire du sport ou à changer de régime alimentaire, bah, c'est que peut-être tu es en train de développer une tumeur, par exemple. Si tu développes une fatigue assez importante et inexpliquée ou que ton sommeil commence à être perturbé, ça peut être, par exemple, un problème de maladie hormonale. Notamment l'hypothyroïdie, un des premiers symptômes et un des plus gros symptômes de l'hypothyroïdie, c'est la fatigue. Tu te sens complètement épuisé. Parce que ta thyroïde ne fonctionne plus correctement et ta thyroïde, elle fabrique une hormone qu'on appelle la T4, qui est basiquement l'hormone de la vitalité. Plus t'en as, plus tu pètes le feu, moins t'en as, plus t'es éclaté. Donc voilà, fièvre, altération de l'état général, très important, c'est des symptômes qu'il faut surveiller. Si vous avez un problème de santé et que vous vous dites « oh, c'est pas grave, ça va passer, pas la peine d'aller voir le médecin », si vous avez ces symptômes-là qui commencent à apparaître, il faut aller voir le médecin. Une fois qu'on a terminé l'anamnèse et les symptômes généraux, on commence à avoir une idée assez précise de ce que peut avoir le patient. En fait, très souvent, on se retrouve avec différents diagnostics possibles qu'il va falloir trier, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle des diagnostics différentiels, et donc la suite de l'interrogatoire et les tests qu'on fera ensuite, ils vont permettre d'écarter tous les diagnostics différentiels pour n'en avoir à la fin plus qu'un seul, qui va être le diagnostic final. Donc on passe ensuite aux antécédents, c'est-à-dire qu'on va te poser différentes questions sur tes antécédents médicaux et les maladies qu'il y a pu avoir dans ta famille par exemple. Donc souvent pareil, ça se découpe en différentes parties. Les antécédents traumatiques, est-ce que tu as déjà eu des fractures, des entorses, des accidents de la route, etc. etc. Est-ce que par exemple si tu as eu une fracture, tu as gardé du matériel au niveau de ta fracture? Est-ce que tu as gardé des vis, des plaques, des clous, etc. Parce que si on doit te manipuler, c'est important de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Si tu as eu par exemple des antécédents de luxation d'épaule, l'ostéopathe il va faire attention de jamais t'amener ton épaule dans cette position-là parce que c'est la position dans laquelle on se luxe l'épaule. Donc voilà, les antécédents traumatiques, forcément on pose la question. Les antécédents chirurgicaux aussi, est-ce que tu as déjà eu des chirurgies pour tel ou tel problème? Parfois, certains symptômes peuvent être des complications de chirurgie. Parfois, certaines chirurgies vont contre-indiquer certains traitements. Parfois, certaines chirurgies vont expliquer certains symptômes. Par exemple, si tu as eu une sleeve, un anneau gastrique au niveau de l'estomac et que tu commences à avoir des douleurs abdominales au niveau de l'estomac, etc., c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de cet anneau et qu'il va falloir ouvrir pour vérifier ce qui se passe. Donc voilà, les antécédents chirurgicaux, évidemment, c'est important. Ça nous donne un petit peu une idée de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on ne peut pas faire chez le patient, et parfois ça permet de s'éclairer sur certains problèmes que le patient peut avoir. Ensuite, on va poser les antécédents obstétriques, si le patient est une femme, et si c'est nécessaire pour le problème qu'elle a, on peut lui demander combien elle a eu de grossesse, combien elle a eu d'accouchement, comment est-ce que ça s'était passé, etc., etc. On va ensuite demander les antécédents médicaux, l'historique des maladies que tu as eues dans ta vie, en tout cas des maladies importantes. C'est sûr, si tu as eu un rhume en 6e, on s'en bat un peu les couilles. Bon, on va pas te demander par exemple si tu as eu un rhume, ça va pas trop nous avancer, mais par exemple si tu as des douleurs au niveau du pied et que tu es diabétique, on va forcément venir vérifier ton pied parce que très souvent les diabétiques se blessent les pieds parce que le sucre, l'excès de glucose dans le sang attaque les gaines nerveuses et font qu'ils perdent les sensations au niveau des pieds et donc ils se font des écorchures qui s'infectent au niveau des pieds, enfin bref. Les diabétiques ont une fragilité au niveau des pieds et donc si tu viens pour une douleur au pied et que tu es diabétique, on va regarder ça. Autre exemple, si tu viens parce que tu as des boutons rouges qui sont apparus sur la poitrine par exemple au niveau de la cage thoracique avec de la fièvre, ça peut évoquer ce qu'on appelle un zona. Le zona, c'est une maladie qui est due au virus de la varicelle. Quand tu chopes la varicelle, des fois, le virus va s'enquister, s'encapsuler et se protéger en infectant les nerfs et il se met en mode hibernation dans certains nerfs de ton corps. Et donc, t'as plus la varicelle, mais tu es toujours porteur du virus quelque part dans ton corps. Et souvent, le virus finit par s'exprimer de nouveau, généralement vers 40 ans, et il va donner des symptômes infectieux le long du trajet du nerf qu'il a infecté. Et au passage, il peut aussi détruire ce nerf, donc souvent les zonas c'est assez bénin, mais par exemple si le virus il s'est foutu dans ton nerf optique, tu peux devenir aveugle à cause de ça. Devant par exemple un patient qui présente des signes de zona, on va lui demander s'il a déjà fait la varicelle, ou en tout cas on va regarder dans son dossier médical s'il a déjà fait la varicelle. Si c'est le cas, il a peut-être un zona. S'il a jamais fait la varicelle, c'est que c'est sans doute pas un zona. Donc voilà.
Pareil, ça aussi, ça permet d'orienter le diagnostic, encore une fois. Et pour finir, on va poser des questions sur les antécédents familiaux, c'est-à-dire les problèmes de santé, les gros problèmes de santé que les membres de ta famille ont pu avoir, les membres de ton entourage proche, parce qu'il y a beaucoup de maladies que tu as plus de chances d'attraper si quelqu'un dans ton entourage l'a eu. C'est le cas des maladies infectieuses, bon ça c'est assez simple à comprendre, c'est le cas aussi des maladies génétiques, idem pour les maladies hormonales, idem pour les maladies inflammatoires, idem pour pas mal de catégories de cancer, idem pour pas mal de catégories de maladies cardiovasculaires, enfin bref, tout un tas de maladies comme ça que si quelqu'un dans ta famille l'a déjà attrapé, il y a des chances que toi aussi tu puisses l'attraper. Et donc forcément, si tu présentes des symptômes qui correspondent à cette maladie, bah c'est là-dessus qu'on va orienter le diagnostic en priorité. Par exemple, si tu as des symptômes d'infarctus et que ton père a déjà fait un infarctus, bah forcément, on va aller tout de suite vérifier le cœur pour s'assurer que c'est pas un infarctus. Donc voilà, pour ce qui est des antécédents, c'est assez simple. Voilà, on te questionne sur ton historique médical, on fait un peu le tour, et puis comme ça, on sait à quoi on peut s'attendre. Et enfin, dernière partie de l'interrogatoire, mais non des moindres, c'est le questionnaire systémique. Alors, qu'est-ce que c'est que le questionnaire systémique? Que je vous explique. Le corps humain, c'est une machine très complexe. Donc en médecine, pour essayer de s'y retrouver et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, on le découpe en différents systèmes qui ont tous des rôles et des fonctionnements différents. Par exemple, tu as le système musculo-squelettique, le système cardiovasculaire, le système endocrinien, hormonal, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire dans le questionnaire systémique, c'est que on va poser différentes questions pour essayer d'évaluer comment est-ce que ces différents systèmes fonctionnent chez toi, ou est-ce qu'il y a un problème sur un de ces systèmes. Alors, des systèmes dans le corps humain, il y en a beaucoup, donc c'est pour ça qu'on met cette partie-là en dernier, parce qu'on va pas poser systématiquement toutes les questions aux patients, parce que on en aurait pour des heures, 2 ou 3 heures pour chaque patient, quoi. Donc on fait ce qu'on appelle un interrogatoire orienté, on a fait l'anamnèse, on a questionné les signes généraux, on a les antécédents du patient, donc on a nos diagnostics différentiels qu'il va falloir écarter ou confirmer. Et donc on va poser des questions qui correspondent à ces différents diagnostics-là pour essayer de les écarter ou de les confirmer. Par exemple, si on suspecte que tu as un problème pulmonaire, on va poser des questions sur le système respiratoire pour essayer de déterminer si effectivement c'est pulmonaire ou si c'est autre chose. Idem, si tu as des problèmes digestifs, on va poser des questions sur le système digestif. Donc, pareil, il y a une énorme liste de questions qu'on peut poser aux patients. Et donc moi, pour m'y retrouver, ce que je fais, c'est que je scanne en gros le patient des pieds à la tête, entre guillemets, et je pose au fur et à mesure les questions qui sont intéressantes pour le cas du patient. Donc souvent, je commence par la tête. Au niveau de la tête, qu'est-ce qu'on va avoir? On a les yeux, les oreilles, la mâchoire, le système postural. Donc souvent, je commence par des questions sur le système postural. Si je suspecte un problème de posture chez le patient, bien évidemment, je vais poser des questions sur le système postural. Donc, est-ce qu'il a une correction visuelle? Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce qu'il a la vision qui se trouble? Est-ce qu'il a des problèmes? Est-ce qu'il louche? Ou est-ce qu'il a des problèmes d'œil qui part un petit peu? Est-ce qu'il a un strabisme? Est-ce qu'il a des problèmes de mâchoire? Est-ce qu'il a la mâchoire qui craque, qui s'ouvre pas bien, qui est douloureuse? Est-ce qu'il serre les dents la nuit? Est-ce qu'il a les dents usées? Est-ce qu'il a des vertiges, des problèmes d'équilibre, etc., etc. Ensuite, je descends. Au niveau du cou, il y a un organe très important qu'on appelle la thyroïde, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Et le grand rôle de la thyroïde, c'est de sécréter des hormones. Donc là, je vais poser des questions sur le système endocrinien. Alors notamment, par exemple, est-ce que le patient a toujours tendance à avoir trop chaud ou toujours tendance à avoir trop froid, même quand il fait chaud? Par exemple, un patient qui sent toujours qu'il a froid, même quand il fait chaud, ça peut être un symptôme d'hypothyroïdie. À l'inverse, un patient qui a toujours chaud, toujours trop chaud et qui transpire tout le temps, même quand il fait froid, ça peut être un symptôme d'hyperthyroïdie. On peut aussi à ce moment-là poser des questions par exemple sur les cycles menstruels chez une femme. Généralement ces questions-là sur les règles, on les garde pour la fin quand on aborde le système urinaire et génital, mais par exemple chez une femme qui a des migraines, on peut lui demander si les migraines elles sont aggravées par les menstruations pour voir si c'est pas des migraines avec une cause hormonale. Ensuite on descend, on a quoi? On a les poumons. Donc là, question sur le système respiratoire. Généralement ce qu'on demande c'est déjà est-ce qu'il y a une douleur au niveau de la cage thoracique. Ensuite, est-ce qu'il y a de la toux, des crachats? Est-ce qu'il y a du sang dans les crachats s'il y a des crachats? Est-ce qu'il y a des essoufflements à l'effort aussi?
ou des difficultés respiratoires à l'effort? Est-ce qu'il y a un tirage, c'est-à-dire des muscles qui sont obligés de s'activer pour que le patient puisse respirer correctement? En cas de signe de détresse respiratoire aiguë, on observe à ce moment-là une contraction des muscles susclaviculaires, notamment du sternocleidomastoïdien. Et à l'inspiration, on va observer une dépression de l'abdomen. C'est ce qu'on appelle le balancement thoraco-abdominal. Ça, c'est ce qu'on appelle un tirage. Il y a des petits muscles accessoires qui s'activent pour que tu puisses respirer. Ça, c'est un gros symptôme de détresse respiratoire. Donc, si le patient il a des crises avec des douleurs à la poitrine et un tirage comme ça, eh ben, ça va nous orienter vers un problème respiratoire, pulmonaire. Ensuite, on descend, toujours dans la poitrine, il y a le cœur. Donc là, on va poser des questions orientées sur le système cardiovasculaire. Je rappelle que c'est toujours si le patient présente des symptômes qui évoquent un problème cardiovasculaire. Hein. Si le patient il vient parce qu'il a mal au genou, on commence pas à lui poser des questions sur ses poumons ou sur son cœur. Ça paraît assez logique. Mais donc, au niveau du système cardiovasculaire, qu'est-ce qu'on va regarder? Pareil, est-ce qu'il y a des douleurs dans la poitrine? Particulièrement quand on fait un effort, est-ce que ces douleurs elles augmentent ou elles apparaissent quand on fait un effort? Est-ce que la douleur elle se diffuse dans la mâchoire et dans le bras gauche, si on l'a pas déjà demandé? Est-ce que y a une douleur épigastrique par exemple? Donc épigastrique c'est la zone qui est juste ici, là juste en dessous du sternum. Est-ce qu'il y a des douleurs au niveau du foie pendant un effort? Ça peut indiquer une faiblesse du cœur qui fait que le retour veineux se fait pas correctement et donc le foie se congestionne quand tu fais un effort parce que le cœur pompe plus suffisamment de sang. Donc le sang stagne au niveau du foie et le foie devient douloureux. Donc c'est ce qu'on appelle une hépatalgie d'effort. Hépatique, ça désigne le foie, algie, c'est une douleur, hépatalgie, c'est une douleur au foie, hépatalgie d'effort, c'est une douleur au foie pendant l'effort. Donc toujours sur le cœur, est-ce que le patient il entend ou il ressent ses pulsations cardiaques quand les symptômes surviennent? Est-ce que il y a une arythmie? Est-ce que le cœur s'emballe, etc., etc. Il y a plein de choses à voir sur le cœur. Après, généralement, pour aller plus loin, on fait une auscultation ou une échographie. Ensuite, on descend, on a le système digestif. Donc là, pareil. On va poser toutes les questions en rapport avec le système digestif. Généralement, les choses à surveiller, c'est est-ce qu'il y a une zone particulière qui est douloureuse au niveau du système digestif? Est-ce qu'il y a de la diarrhée, de la constipation, du sang dans les selles, des selles impérieuses, ce qu'on appelle des selles impérieuses, c'est-à-dire une urgence et t'arrives pas à te retenir? Est-ce qu'il y a de l'incontinence? Est-ce qu'il y a des vomissements, des nausées? Est-ce qu'il y a certains facteurs qui aggravent les symptômes? Par exemple, si tu as des douleurs à type de crampes au niveau de l'estomac, donc l'estomac pour rappel, hein, c'est sous les côtes du côté gauche. Si tu as des douleurs à type de crampes au niveau de l'estomac qui ont tendance à être soulagées par la prise des repas et à être aggravées quand tu as faim, et ben ça c'est un symptôme de gastrite ou d'ulcère de l'estomac. Si tu as des reflux, des remontées acides quand tu te penches pour faire des lacets, c'est ce qu'on appelle le signe du lacet. C'est un symptôme de faiblesse du sphincter supérieur de l'œsophage. Donc en gros, ton estomac en haut, il se ferme pas correctement et du coup, quand tu te penches vers l'avant, eh ben tout remonte. Ce qu'on peut demander aussi sur le système digestif, ça va être est-ce qu'il y a certains aliments qui déclenchent les symptômes plus que d'autres? Par exemple, ça peut permettre de s'orienter sur une intolérance au lactose ou une intolérance au gluten ou sur certaines allergies alimentaires, etc., etc. Et pour finir, on arrive au niveau du bassin, donc dans le bas du corps. Là, vous voyez pas, mais j'ai les mains plus ou moins sur les testicules. Donc là, on va poser les questions sur le système gynéco-urinaire. Donc les questions sur les menstruations. Est-ce qu'il y a des menstruations douloureuses? Est-ce que elles sont régulières? Est-ce qu'elles sont en abondance normale? Ou bien est-ce qu'elles sont trop abondantes ou pas assez abondantes? Les questions sur le système urinaire, est-ce qu'il y a des brûlures quand vous allez uriner? Est-ce qu'il y a des mauvaises odeurs quand vous allez uriner? Ou bien au niveau du sexe, est-ce qu'il y a des mauvaises odeurs? Est-ce que vous avez des envies pressantes d'uriner régulièrement? Est-ce que vous avez l'impression de plus avoir d'autonomie au niveau de votre vessie? Que dès que vous buvez un truc, boum, il faut que ça parte aux toilettes. Est-ce que la nuit, vous vous réveillez pour aller aux toilettes? Par exemple, ça peut être un signe de diabète, ou alors chez un homme, et du coup uniquement chez un homme, ça peut être un signe d'adénome de la prostate, c'est-à-dire la prostate qui commence à grossir, et donc vu qu'elle est située juste en dessous de la vessie, bah elle comprime la vessie, donc t'as moins de place dans la vessie, et du coup tu te relèves en pleine nuit
pour aller faire pipi parce que bah, t'as pas assez de place pour rester toute la nuit avec la vessie pleine. Autre question, est-ce qu'il y a du sang dans les urines? Alors je le précise tout de suite, si vous avez un problème de santé et que vous avez du sang dans les selles ou dans les urines, ou que vous vomissez et qu'il y a du sang quand vous vomissez, ou que vous toussez et qu'il y a du sang quand vous toussez, c'est pas bon signe. Donc il faut aller chez le médecin. Donc voilà un petit peu l'ensemble des questions qu'on peut poser à un patient et que vous devriez vous poser aussi quand vous décelez des problèmes de santé, tout simplement, pour être capable de vous orienter et de prendre les bonnes décisions rapidement. Souvent la meilleure décision, c'est d'aller voir le médecin. Spoiler. Une fois qu'on a terminé l'interrogatoire, généralement, vous comprenez bien qu'avec tout ce qu'on a posé comme question, vous vous en rendez pas forcément compte quand vous avez le médecin en face de vous, mais il vous pose tout un tas de questions, et une fois qu'il a terminé, généralement, il sait ce que vous avez. S'il a un doute, il va soit faire des examens cliniques, donc par exemple s'il a un doute sur votre cœur, bah, il va venir vous ausculter. S'il a un doute sur des tensions musculaires, bah, il va venir faire des tests pour vérifier si vous êtes suffisamment souple. Enfin ça généralement c'est plus les kinés et les ostéopathes qui le font, mais les médecins savent le faire aussi. Et puis s'il a besoin de plus d'informations pour poser son diagnostic, eh ben, il va demander des examens complémentaires, prise de sang, imagerie médicale, etc., etc. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? Bah parce que très souvent, il y a des maladies qui ont des tableaux cliniques qui se ressemblent beaucoup, ou qui se chevauchent. Et donc, on est obligé de venir faire des prises de sang et des radios pour en faire la distinction. Par exemple, tu subis un accident de voiture et depuis tu as mal au dos. Et ben ça peut être tout un tas de choses, notamment ça peut être une hernie discale, ça peut être un spondylolisthésis, c'est une fracture au niveau de l'isthme des vertèbres. Si vous voulez en savoir plus sur votre dos, j'ai une série qui s'appelle Douleurs bas du dos causes, vous pouvez aller la regarder. On fait la liste de toutes les causes possibles des douleurs au bas du dos. Troisième chose, ça peut être une fracture tassement au niveau d'une vertèbre. Et donc, ces trois problèmes-là vont demander une prise en charge différente, mais ils donnent des symptômes qui sont quasiment identiques. Parce que bah, c'est un problème traumatique au niveau du dos. Et donc c'est assez difficile de faire la distinction entre tout ça en clinique. Donc on pose les questions, on fait les tests cliniques, on se dit, bon, il y a peut-être un problème, une lésion au niveau du dos, on va vérifier qu'est-ce que c'est que cette lésion. Et donc on fait des radios, et là, on sait. Et donc je pense qu'après tout ça, vous comprenez aussi que c'est pas facile de poser un diagnostic, et que c'est normal si parfois il y a des errances diagnostiques, c'est-à-dire des difficultés à poser des diagnostics, parce que certaines maladies se ressemblent beaucoup, et certaines maladies ont des symptomatologies tellement variées que ben on a du mal à les déceler. Par exemple, un truc tout bête, l'infarctus du myocarde. Les symptômes causés par un infarctus du myocarde, donc c'est-à-dire une crise cardiaque imminente, le tableau clinique classique, c'est un homme de 40-50 ans qui aime bien vivre, qui mange beaucoup de charcuterie, qui a un bon train de vie, entre guillemets, qui commence à avoir des douleurs au niveau de la poitrine sur des efforts assez insignifiants, comme par exemple monter les escaliers, des douleurs qui surviennent pendant l'effort et qui se calment au repos, et qui généralement irradient dans le côté gauche de la mâchoire et dans le bras gauche. Ça, c'est le tableau clinique classique. Mais comme je vous ai expliqué aussi, un infarctus du myocarde, ça peut provoquer une hépatalgie d'effort, ou alors ce qu'on appelle une épigastralgie, donc une douleur au niveau de l'épigastre, c'est-à-dire ici. Et parfois, tu peux avoir un infarctus du myocarde juste en ayant juste que ça, que cette douleur-là. Que la douleur épigastrique ou que la petite douleur au foie pendant que tu fais un effort. Et tu peux être en train de faire un infarctus. Alors que ça n'a aucun rapport avec le tableau clinique classique, mais des fois, il y a des maladies qui se présentent pas d'une manière classique. Et c'est là que ça devient compliqué, et c'est là que parfois même le médecin commence à patauger dans la semoule, parce que bah, y a certaines maladies qui sont nouvelles, qu'on connaît encore pas bien. Certaines maladies, on sait pas si c'est deux maladies différentes ou si c'est une seule, enfin bref. Donc voilà, parfois, malheureusement, on est obligé de chercher et de tâtonner, et de laisser le temps faire son œuvre pour comprendre un petit peu ce que vous avez et être capable de vous proposer un traitement adéquat quand il en existe un, parce que bah on n'a pas encore non plus des réponses à toutes les maladies. Dis donc, c'est pas gai pour finir la vidéo là. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu, merde. J'aurais mieux fait d'écrire un script. Vite, il faut que je trouve une blague à faire. Merde alors, c'est pas drôle hein, la médecine. Alors, pour détendre l'ambiance, je vais vous raconter une petite histoire.
Quand j'étais encore en école d'ostéopathie, il y a un de nos profs qui nous avait raconté le cas d'une patiente qu'il avait eue. Donc c'était une dame âgée qui était tombée de son lit la nuit et qui s'était fait mal à la hanche, et donc elle s'était relevée, elle était remontée dans son lit, elle avait terminé sa nuit, et puis 3 jours après, comme la douleur passait pas, elle avait été à pied jusqu'au cabinet de l'ostéopathe qui était à 3 km. Donc notre prof qui était ostéopathe, il voit arriver la patiente, il reçoit une dame de 70 ans avec des douleurs de hanche qui durent depuis 3 jours suite à une chute de son lit, mais qui a pas de problème pour bouger, qui est même venu à pied, qui a marché 3 km jusqu'au cabinet pour venir ici. Et puis il se dit quand même je la sens pas, donc il l'a envoyée chez le médecin, et le médecin, lui, elle l'a envoyé passer des radios, parce que voilà, on parle d'une dame âgée qui a eu un traumatisme et qui a eu une douleur de hanche, donc radio, et là, résultat de la radio, elle avait le col du fémur cassé. T'es pas censé pouvoir marcher avec ton col du fémur cassé. Et pourtant, super mamie, elle se pète le col du fémur, elle se relève comme si de rien n'était, elle reste 3 jours comme ça, et ensuite elle marche 3 km pour aller voir l'ostéopathe. Et voilà, donc comme quoi, des fois, la médecine, c'est pas simple. Hein. Pour le dire de manière un peu plus scientifique, il y a une très grande variabilité de symptômes interpersonnels, c'est-à-dire que pour le même problème, d'une personne à l'autre, des fois tu as des symptômes complètement différents et des intensités de symptômes complètement différentes. Et c'est ça aussi qui complique souvent les diagnostics. Un exemple connu de ça en médecine, c'est le lupus. Le lupus, c'est une maladie qui est encore très mal connue et qui donne une symptomatologie mais tellement variée que tu peux avoir 2 patients qui ont un lupus et qui ont absolument rien à voir entre eux, genre ni le même sexe, ni le même âge, ni la même histoire de vie, ni les mêmes symptômes, des trucs complètement différents, et pourtant quand tu regardes, eh ben au final, c'est un lupus. Et d'ailleurs, si vous regardez Dr House avec un médecin, il y a bien une chance sur 2 qu'à chaque épisode, il vous sorte que le patient il a un lupus, parce que bah voilà, on sait pas ce que le patient il a, c'est le bordel. Peut-être que c'est un lupus. C'est la meilleure définition du lupus en vrai. Donc bref, pour clôturer l'épisode, je récapitule. Histoire que ça vous rentre bien dans la tête. Pour diagnostiquer une maladie, on procède en 3 phases, l'interrogatoire, les examens cliniques et les examens complémentaires. L'interrogatoire, ça se divise en différentes étapes. Première étape, l'état civil, âge, sexe. Deuxième étape, l'anamnèse. Où est-ce que t'as mal? Depuis quand? Comment est-ce que ça s'est déclenché? L'intensité de la douleur, le type de douleur, les irradiations, le rythme, les facteurs aggravants, les facteurs calmants, les facteurs neutres, le traitement, les épisodes précédents et les examens complémentaires que tu as déjà pu faire. Ensuite, les signes généraux. Est-ce qu'il y a de la fièvre, une altération de l'état général, donc perte de poids, fatigue, perte d'appétit. Ensuite de ça, les antécédents traumatiques, chirurgicaux, médicaux, obstétricaux si nécessaire, familiaux. Et pour finir, le questionnaire systémique, où là, on oriente un petit peu les questions en fonction de ce qu'on pense que le patient peut avoir. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc maintenant j'espère que quand vous aurez un problème de santé, vous serez capable de l'analyser un petit peu plus en détail et de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, qui vous devez aller voir et comment évolue le processus de diagnostic. Et en attendant la prochaine vidéo, rappelez-vous, ah oui, et si jamais après cette vidéo vous commencez à avoir l'impression que vous avez chopé toutes les maladies du monde parce que vous allez voir des tableaux cliniques sur internet et que ça vous correspond, rassurez-vous, vous n'avez probablement rien, tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'étudiant en médecine. Hein. Dès qu'on étudie une maladie et qu'on commence à apprendre le tableau clinique, il y a toujours un moment ou un autre où on se rend compte que tiens, j'ai ça moi, comment ça se fait et boum, tu crois que t'es malade, mais pas du tout. Mais bon, encore une fois, dans le doute, on va voir le médecin.